Voilà, nous sommes dans un endroit que vous ne connaissez pas forcément, c'est à Paris. On est parti d'Aix-en-Provence. Tchatch s'est déplacé jusqu'à Paris, et oui, sachez-le. On est venu rencontrer quelqu'un que vous découvrez sur vos écrans et qui s'appelle Eric. Et hier, comment vas-tu, Eric? Mais ça pas mal. Écoute, je suis très très heureux que tu m'accueilles aujourd'hui ici dans tes bureaux parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait très longtemps que j'ai envie de te rencontrer un peu plus par rapport à ton activité, on va le découvrir ensemble. Alors pour commencer, si tu es avec nous dans le chat, c'est parce que tu es un Aixois, né à Aix, avec des origines aixoises. Explique-nous un peu. Alors tu es arrivé à Aix un peu tardivement. Non, moi je suis arrivé à Aix, moi je suis né à Aix. Ah ben voilà. Alors, mes parents ne sont pas des Aixois. D'accord. Mon père est né à Saigon. Donc son histoire, c'est que c'est un Alsacien, et hier c'est Alsacien, mais mon grand-père était un fonctionnaire, il a été, il a travaillé longtemps à Saigon, et puis pendant la guerre, quand il a été rapatrié, au lieu de s'arrêter et de retourner à Strasbourg, il est descendu à Aix, et donc moi je suis né à Aix. Tu es arrivé à la Torse. Tu as vécu un peu à Cuques également. C'est ça. On a commencé par Cuques et ensuite la Torse. Voilà. Écoute, aujourd'hui, je voudrais que tu m'expliques, avant qu'on attaque le détail, comment tu peux expliquer ton métier en une phrase. En gros, si c'est vraiment une phrase, c'est l'économie n'est pas une science exacte. Et donc, puisque ce n'est pas une science exacte, il faut des contre-expertises au ministère de l'économie. Donc le ministère de l'économie va faire des propositions et des évaluations de politique économique. Et puisque ce n'est pas une science exacte, il faut que d'autres économistes contre-évaluent ce que dit Bercy. C'est le rôle de l'OFCE et particulièrement de mon département. Voilà, vous l'avez compris, on lui demande une phrase et il vous fait tout un verbe. il a raison, parce que c'est vrai que l'économie, pour la comprendre, c'est justement ton but, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, je disais que tu étais un Aixois, donc tu as vécu à Aix pendant un long moment. Tu as quitté Cuques, Torse, et tu es arrivé dans un collège qui s'appelle le Rocher Dragon. Exact. C'est là où nous nous sommes connus, il y a quelques années. Et là, tu arrives là avec un ami à toi, qui s'appelle Gérald. Et en fait, il te dit, en sixième, tu as envie de faire quoi, toi, dans la vie? Et qu'est-ce qu'il te répond? Alors lui, il voulait devenir rockstar. Ouais. Et toi? Moi, au début, j'avais pas trop d'idées, mais puisqu'il fallait jouer le jeu, j'ai pris une autre discipline, le sport. J'ai dit, moi, je serais sportif de haut niveau. Et donc, on était partis un peu comme ça, lui, rockstar, et moi, sportif de haut niveau, et on a essayé d'y arriver tous les deux. Et oui, et en même temps, il t'aspire un peu dans son coin, parce que tu fais un peu de musique aussi avec lui. Ah oui, on était à Aix-en-Provence, donc lui, il était très sérieux de ce point de vue-là. Et donc, il fallait travailler le sport et la musique. Puisqu'il faisait chaud à Aix-en-Provence, on faisait plutôt sport le matin et musique dans sa cave l'après-midi. On était bien au frais, et donc c'est comme ça qu'effectivement, alors la musique pour moi c'était plutôt chanter ou avoir 2-3 accords sur un orgue, bon tant pis. mais globalement c'était lui qui faisait le musicien et moi plutôt le sportif. Alors tu arrives donc naturellement à ce collège, tout se passe bien, tu joues au volley parce que tu es grand, tu es sportif, ton frère aussi. Ce qui veut dire que tu fais partie de l'ASU, cette association qui au départ servait de tremplin pour les volleyeurs. Et ça te passionne, ça te plaît, et tu arrives comme ça, tranquillement, jusqu'au bac. Et tu passes un bac scientifique. Alors oui, plutôt scientifique, effectivement. Alors avant d'aller au volley, quand même, j'ai essayé, comme tout Aixois et Marseillais, le foot. Donc j'ai joué à Lazare pendant quelques temps. Puis après, j'ai joué une année au hand, avec notamment Éric Quintin. Et puis très vite, je me suis mis au volley à partir de la 5e. Et jusqu'au bac, effectivement, avec un bac qui était plutôt scientifique. Mais bon, l'idée tout de même, c'était d'être sportif de haut niveau. Et donc de réussir plutôt dans le sport que dans les études. Alors c'est là où, effectivement, tu as quand même du caractère. Eric, tu décides de persévérer dans cette voie, d'être volleyeur. Mais en parallèle de ça, tu es quand même quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec les chiffres, avec les maths. Donc tu passes ce bac scientifique. Et puis, tu t'orientes après, parce que tu ne sais pas trop quoi faire, d'après ce que je comprends. Tu passes par la fac d'éco. Et là, tu continues à jouer au volley, mais tu fais ta fac tranquillement. C'est même différent. C'est-à-dire que j'ai fait la fac d'éco pour faire du volley. C'est-à-dire que donc c'est un choix volontaire. C'est un choix parce que les meilleurs volleyeurs d'Aix-en-Provence étaient à la fac d'éco.
Donc mon idée, c'était toujours de continuer à faire du volley. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi la fac d'éco, mais pas pour le choix de l'économie. Alors, ceci dit, tu as quand même bien fait parce que tu commences à prendre goût à l'éco. Tu es en fac et tu t'inscris à un magistère. C'est ça? Ou je vais trop vite? Non, oui. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, après le DUG, ça s'appelait le DUG à l'époque, bon, j'avais des bonnes notes, bon, parce qu'on faisait beaucoup de maths et de stats en fac d'éco et que j'avais pas trop de problèmes avec les maths et les stats. Et donc le doyen de la faculté a dit, bon, en fait, globalement, les meilleurs devraient faire le magistère. Et donc il m'a demandé d'aller faire le magistère à Marseille, mais c'était à Marseille. Et donc pour un Aixois, c'était compliqué. Un peu compliqué de partir à Marseille. Je jouais au volley à Aix, et donc c'était compliqué, mais tout de même, c'est pas le choix du magistère, mais le fait de partir de chez moi, en fait. Oui, alors tu as fait ce choix, donc tu as voulu garder toujours ce pied dans Aix. Tu as donc œuvré pour aller faire les navettes, pour descendre à Marseille, comme on dit, parce que chez nous, on descend à Marseille. Et donc, ça se passe plutôt pas mal, tu progresses bien. Et là, tu fais la rencontre d'un personnage qui va changer un peu ta vie, et qui s'appelle Monsieur Tadei. Dominique Tadei. Dominique Tadei. Donc Dominique Tadei, un Corse, qui était professeur d'université, qui était aussi un homme politique. Il était député, donc il était professeur à Aix-Marseille, mais il passait quand même son temps à Paris. Et il était ce fameux directeur de ce magistère dans lequel, effectivement, j'allais passer 3 ans. Et il devait choisir un élève par promotion et qu'il allait suivre jusqu'à la thèse. Alors c'est là où en fait les choses se passent plutôt pas mal pour toi, donc tu continues à faire ces cours, mais tu te dis bon, je vais rester là à faire mon volley. Mais en fait un jour tu fais une soirée un peu sympa à Aix, et on te dit fais gaffe, il faut partir tôt demain matin parce que ça va un peu bouchonner sur l'autoroute. Et donc tu prends les devants et tu pars très tôt. Et je pars très tôt, je prends le bus et on m'avait expliqué que ça mettait à peu près 1 heure pour faire Aix-Marseille, mais ce jour-là, ça met 20 minutes, 25 minutes. Et donc j'arrive très tôt à la fac, donc j'arrive avant 8 heures, mon cours était à 8 heures. Déjà à 8 heures, il n'y a pas grand monde à la faculté d'économie, mais alors à 7h30, il n'y a personne. Et donc effectivement, la cafétéria n'est pas ouverte encore, et donc je traîne un peu, et j'avais observé que la secrétaire du magistère laissait la clé de son bureau derrière une porte, donc j'ouvre cette porte, parce que je savais qu'on pouvait se faire un petit café filtre à l'époque, et donc à 7h30, je me fais un petit café filtre. Très vite dans la foulée arrive le monsieur Dominique Tadei, qui te voit là et qui se dit « Wow, il est motivé ce garçon ». Et oui, effectivement. Sa phrase exacte était « J'aime ceux qui se lèvent tôt, venez dans mon bureau ». Et donc c'est un peu comme ça, effectivement, qui m'a repéré. Il te prend un peu sous son aile, quelque part. Il décide que tu avais donc la volonté, l'envie. Il ne savait toujours pas que tu voulais rester ici à Aix et que tu voulais jouer au volley. Tu as dû lui dire. Mais... Et il décide donc de te pousser à progresser encore plus. Tu passes donc ton DEA. Alors je passe, mais alors déjà, avant d'arriver au DEA, il y avait des tests à passer. C'est-à-dire qu'il fallait. Il y avait des sélections. Il allait m'envoyer à Paris, à la Banque de France, rencontrer d'ailleurs une autre personne qui s'appelle Gilles Berset, qui est le président du Conseil d'orientation des retraites aujourd'hui. Et son idée, c'était tu vas aller travailler avec lui et lui va bien me dire si tu es capable d'aller un peu plus loin. Et donc, il y avait un peu ce passage obligatoire, tous les étés, aller à la Banque de France et faire ses preuves. En fait, c'était pas du tout faire ses preuves, c'était apprendre un métier, et c'était très agréable pour moi, avec des personnes de très haut niveau. Donc ça me permettait aussi de retrouver Gérald. Gérald était à Paris, mon copain d'enfance, et donc voilà, c'était changer un peu d'air. Alors c'est sûr que l'été à Aix-en-Provence, c'est sympa, hein, on fait des tournois de volley sur la plage, là c'était un peu terminé. Mais c'est pas grave, j'ai appris énormément et surtout fait des rencontres extraordinaires. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut commencer un peu à bosser dans la vie. Et c'est vrai que toi, tu as les capacités, tu aimes les chiffres, tu aimes toujours les statistiques. Et il te donne donc ce goût et il te pousse dans ce sens. Et toi, tu continues à penser un peu au volley, mais là, ça prend une autre dimension. Mais plus que le goût des statistiques, Dominique Tadei m'a justement expliqué que ça ne servait à rien d'avoir des goûts des statistiques, mais il fallait les mettre au service de quelque chose. Et donc c'est avec lui que j'ai appris que globalement l'économie, ça servait à ça. Ça pouvait faire avancer les choses. Et donc
pour les faire avancer, il fallait être rigoureux parce qu'il fallait convaincre d'autres personnes que la mesure que l'on souhaitait mettre en place était la bonne. Mais ce n'était pas faire de l'économie pour de l'économie, des statistiques pour des statistiques ou des maths pour des maths. C'était pour faire avancer les choses. Et donc, il fallait avoir un objectif. Et grâce à toutes ces connaissances, on pouvait peut-être aider le décideur à aller vers cet objectif. Alors, tu l'as fait, et tu l'as fait parce que tu as eu chez toi une personne qui a joué un rôle important là-dedans. Parce que chaque fois que tu rentrais à la maison, on te disait « tu ne veux pas m'expliquer ça ?» Et en fait, c'est Marguerite. Alors, Marguerite, c'est ma grand-mère. C'est ça. Alors là, c'était effectivement... Un peu avant. C'était un peu avant, et il y avait... Bon, j'étais soi-disant bon en économie, d'accord, parce que effectivement, j'avais des bonnes notes, j'étais dans les meilleurs de la faculté d'économie, j'avais toujours des mentions bien, très bien chaque année. Et donc, quand on arrive à des repas de famille, et notamment chez ma grand-mère, elle était très fière d'avoir quelqu'un qui connaissait l'économie. Eric, assieds-toi à côté de moi, explique-moi. Et voilà, c'était, explique-moi l'inflation, je ne comprends rien, explique-moi pourquoi il y a du chômage, explique-moi des questions vraiment basiques. Tout le monde se pose ces questions-là, et j'étais un foutu de lui répondre. J'étais un foutu de lui répondre parce que, encore une fois, l'économie ne me plaisait pas plus que cela. Moi, j'étais encore dans ma période où je faisais des maths et des stats. Et donc, je faisais cela, et donc j'arrivais à dériver des équations extraordinaires, mais je n'arrivais pas à expliquer le b.a.-ba de l'économie. Et donc ça m'a frustré. Ça m'a même un tout petit peu angoissé de me dire que j'étais soi-disant bon dans une matière, mais j'étais infoutu de l'expliquer à une personne que j'aimais. Et donc je me suis dit peut-être que c'est pas la bonne trajectoire, et c'est là où le parallèle avec Dominique Taddeï est arrivé. C'est-à-dire que c'était une personne qui est là, non mais on fait de la politique aussi quand on fait de l'économie, et c'est ça, il faut expliquer aux gens pourquoi on va les sortir de cette difficulté-là, c'est par quel mécanisme, et donc, mais pour déjà comprendre comment on va les sortir, il faut comprendre leur situation, et comprendre leur situation, c'est leur expliquer justement l'économie. Et donc lui a été vraiment un déclencheur avec ma grand-mère. Alors, ma grand-mère et mes oncles et mes tantes qui me posaient des tonnes de questions, et je me suis dit non mais c'est pas possible de pas pouvoir répondre à ces personnes-là, et donc ça m'a fait un peu changer la façon de faire de l'économie. Et donc tu es parti à Paris, alors on t'avait promis, entre-temps tu as fait l'armée, parce que tu as eu une période à Istres, toujours pour jouer au volley. Bien sûr, c'est le club d'Aix-en-Provence qui m'avait mis à Istres pour pouvoir jouer avec. Et tu attendais une allocation, me semble-t-il aussi. C'est ça. Alors, quand on fait une thèse, c'est à peu près 3 ans de travail. Si vous n'avez pas d'allocation, c'est un peu peine perdue. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail à côté pour financer sa thèse, mais le travail à côté te pompe toute ton énergie, tu n'en as pas assez. Donc, globalement, allez, quand on a la chance d'avoir une allocation, il faut s'accrocher. Et comment on a l'allocation ? C'est en finissant le premier de son DE. Et on te promet cette allocation. Et effectivement, le monsieur en place à l'époque te dit en définitive, non, tu n'auras pas cette allocation. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, quand je finis mon DEA, Dominique Taddeï est à Aix-en-Provence. Je finis premier de son DEA, donc il va voir le directeur du centre qui lui dit c'est le premier du DEA qui a l'allocation, on est d'accord ? Donc cette personne dit oui, bien sûr, c'est comme ça que ça va se passer, mais je devais faire mon armée, et donc il était convenu qu'à la fin de mon armée, je retournais, que l'allocation avait été gelée pour moi, et donc j'allais la voir. Mais 1 an plus tard, quand je suis revenu de l'armée, cette personne l'avait donné à quelqu'un d'autre, et donc je me suis retrouvé effectivement le bec dans l'eau. Donc Dominique Taddeï te dit viens à Paris. C'est maintenant qu'il faut monter, effectivement, t'installer là-haut, on va faire bouger les choses. Et tu décides donc de monter à Paris, et là tu te retrouves sur ton pote Gérald, qui n'est autre que Gérald de Palmas, qui est donc un musicos hyper connu, avec qui tu partages la moitié de ton temps, parce que quand tu n'es pas en train de servir la cause de l'écho, tu es chez lui. Alors, c'est vrai, oui, on passait quand même beaucoup de temps ensemble, chacun, lui, pour devenir rockstar, alors il avait commencé à toucher du doigt à cette époque le Star System grâce à Étienne Dao. Et moi, petit à petit, j'avais abandonné le volley dans le sens haut niveau. Et tu continues à jouer, mais en loisir. C'était quand même jusqu'en National 2, donc c'était pas si mal que cela. Mais je gagnais pas ma vie, et donc il fallait que je fasse un métier avec un costume, alors que lui, c'était un métier avec des t-shirts. Et donc 92-93, tu deviens parisien à fond. Et là, tu travailles dans un centre de recherche pendant 6 mois, d'après ce que j'ai compris, et tu
tu es toujours avec M. Tadei, qui te fait des confidences. Lui est proche de Strauss-Kahn à l'époque. Voilà, donc tu commences à être bercé dans ça et tu te dis, moi, ce que je veux, c'est expliquer l'économie aux gens de manière beaucoup plus simple. Alors, disons que voilà. Mais ça, c'est grâce à Marguerite. Tu es peut-être allé un peu vite dans l'histoire. C'est-à-dire que globalement, là, j'étais toujours pas docteur en économie parce que j'avais pas d'allocation de recherche, donc j'avais pas fait ma thèse. Et donc, bon, il fallait que je gagne ma vie. Dominique Tadei avait eu la gentillesse de me trouver des CDD, en tout cas un CDD. Mais c'est plutôt à l'issue, à la fin de ce CDD, où Dominique Tadei m'appelle pour que je le rencontre pour la suite des événements. Et donc ça, c'était au ministère de l'Industrie. Donc effectivement, c'est là où le ministre de l'Industrie s'appelait Dominique Strauss-Kahn. Et c'est à ce moment-là où, pour moi, c'était un peu la fin, en fait. En gros, globalement, j'allais lui dire merci de m'avoir quand même permis de travailler 6 mois à Paris. Je vais essayer de me débrouiller tout seul. Et donc, on était en pleine réflexion de qu'est-ce qui allait se passer, que là, le téléphone sonne dans son bureau. Il met le haut-parleur quand il se rend compte que c'est la personne qui ne m'a pas donné l'allocation qui appelle. Et là, il lui dit, effectivement, tu me demandes un service, mais je te le rendrai le jour où tu auras réparé ce que tu as fait avec Éric Heyer. Et donc, le jour où tu lui donnes l'allocation que tu l'avais promise, je t'aiderai à rencontrer les éléphants du Parti socialiste. Alors, c'est chose faite. Tu fais tes thèses en 94, 95, 96. Alors, à l'issue, tu peux devenir maître de conférence à Aix-en-Provence, ce qui est déjà pas mal. Ouais, parce qu'en plus, à Aix, tu connaissais bien, il y a le soleil, tout ça. Mais tu préfères, effectivement, rester sur Paris. Et on te propose d'autres missions. Et c'est là que tu as le déclic, en fait. Oui, c'est peut-être là, effectivement. C'est-à-dire que globalement, soit on reste à l'université et on fait une très belle carrière, et c'est tous mes copains qui sont restés à l'université, c'est devenu des très très bons chercheurs, avec cette crainte de rester tout de même enfermé dans un micro-sujet et devenir un expert d'un micro-sujet et sans pouvoir expliquer la macroéconomie. Alors que toi, tu es beaucoup plus pédagogue, tu cherches à l'explication, tu es dans cette optique-là. Et donc, tu fais comme Gérard de Palmas, qui lui sort son chemin sur la route, et qui lui vaut la victoire de la révélation de la variété masculine, et ça, c'est en 1995. Et toi, quelques mois après, mois après, tu trouves ta voie aussi, puisque tu décides donc de profiter d'une restructuration que M. Raymond Barre met en place quand il arrive à Matignon, puisqu'il décide de faire 3 structures bien différentes. Alors, ça c'était en 1980 que Raymond Barre crée ces 3 structures, et dont une à Sciences Po Paris, et c'était celle qui quand je faisais mes études, m'intéressait le plus. C'est-à-dire que c'était ni la voix du patronat, ni la voix des syndicats de salariés, c'était la voix indépendante qui devait parler au patronat et aux syndicats de salariés, et qui avait quand même pour but d'aider les parlementaires, les sénateurs, mais aussi tous les partenaires sociaux à essayer de trouver un consensus et une voie commune. Et donc effectivement, là, Marguerite est là, c'est-à-dire le côté, mais si j'arrive à expliquer à des sénateurs, à des parlementaires, à des partenaires sociaux l'économie, j'arriverai à l'expliquer à ma grand-mère, à mes oncles, à mes tantes. Et donc je dis, bon allez, c'est une opportunité. Certes, je savais ce que je perdais. Je perdais Aix-en-Provence, je perdais mes amis volleyeurs, enfin les perdre. Je les ai toujours, donc je les ai pas perdus. Mais allez, le quotidien avec eux, c'était en tout cas un autre quotidien. Mais voilà, je me suis dit, bon, maintenant, ça sera pas, je ne vais pas devenir volleyeur professionnel, je ne vais pas devenir rockstar, et donc il faut bien que je fasse tout de même un métier. Et ce métier-là, je me suis dit, ça sera économiste, mais pas l'économiste universitaire. Ça sera un universitaire un peu particulier, et c'est ça qui m'a plu. Alors, tu as une opportunité incroyable, parce que le FCE recrute à ce moment-là, et tu deviens donc un acteur principal de l'OFCE. Petit à petit. Petit à petit, parce que tu rentres donc dans les années 97 et tu es toujours à l'EFCE aujourd'hui. Ce qui veut dire que tu as passé des caps importants, tu as appris, tu as grandi avec l'OFCE, tu as participé à plein d'événements, tu as fait beaucoup d'écriture, beaucoup de rencontres aussi. Donc ça, c'est intéressant que tu nous l'expliques après. Mais tu es un CDI, en fait. Tu es un salarié qui fonctionne, et c'est Matignon qui a organisé tout ça et paye en fait pour cette organisation.
C'est ça, globalement, puisque tu fais un résumé. Hein. Oui, alors là, c'est Raymond Barre. Lorsque Raymond Barre crée l'OFCE, il est Premier ministre. Et donc, puisqu'il impose à Sciences Po des économistes, il dit « mais c'est moi qui vous les paye, parce qu'on ne va pas demander une rallonge aux étudiants ». Donc, il y a quelque part, effectivement, une subvention qui part d'un ministère, donc c'était Matignon, maintenant c'est le ministère de la Recherche, mais qui va vers Sciences Po et qui nous les reverse sous forme de salaire. Donc, quelque part, effectivement, il y a une subvention publique, mais oui, je suis en CDI, ça veut dire que je ne suis pas fonctionnaire. Et l'énorme intérêt de ne pas être fonctionnaire, c'est d'être indépendant. Et donc, on peut dire ce que l'on veut. La liberté de penser. Ben oui, et la liberté d'expression. Alors ça, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que tu œuvres depuis des années, tu es lancé sur cette voie. Et alors, à quoi ça ressemble une journée d'un Éric Meyer, pardon. Bon, c'est pas 2 journées les mêmes. Donc, en fait, en gros, globalement, il y a... donc je suis maintenant, ce n'était pas le cas il y a 30 ans, mais directeur du département qui fait les prévisions et l'évaluation de politique économique. Donc il y a une équipe. Il y a une équipe. Donc il y a une partie du travail, c'est de organiser le travail, gérer. C'est que des docteurs en économie. Et donc on les manage pas de la même manière que des stagiaires. Et donc du coup, il faut essayer de les intéresser. Mais on a des tâches prescrites, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse ce travail. On est obligé de sortir 2 fois par an des prévisions et des évaluations de politique économique. Et donc, des fois, un chercheur n'est plus intéressé par faire cela. Donc, il faut retrouver une source de motivation. Donc, ça, c'est une partie du travail. Il y a une autre partie du travail qui est ma propre recherche. Je continue à faire des recherches, à écrire des livres. Et donc, pas forcément au sein de l'OFCE. Là, j'aime beaucoup écrire avec une sociologue qui s'appelle Dominique Médaille, un juriste qui s'appelle Pascal Lokiec. L'idée, c'est de dire, allez, seul dans une discipline, on ne s'en sort pas, en fait. L'économiste n'a pas forcément la vérité. Et c'est important d'aller voir dans les autres disciplines quelles sont les voies pour s'en sortir. Et moi, j'adore travailler avec eux parce que moi, l'économiste prétentieux, je vais dire, voilà ce qu'il faut faire. Il y aura toujours le juriste pour me dire, mais ça, tu n'as pas le droit de le faire. Ou la sociologue pour me dire, mais ça, tu sais, les Français ne veulent pas qu'on le fasse. Et donc, c'est ces 3 disciplines. Et donc, ça fait partie aussi de mon travail. Je ne me vois pas travailler seul. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment se sentir supérieur pour dire je vais y arriver seul. Et donc, moi, j'ai toujours cru au collectif et j'ai énormément appris. Mais je crois que j'ai même plus appris en écoutant et en suivant des personnes que dans les livres. Bon. Alors, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, j'ouvre la télé et qu'est-ce que je vois à la télé ? Éric Meyer parlait au quotidien. Et d'un coup, je comprends ce qu'il dit. C'est-à-dire que je comprends, on te pose des questions, je comprends les réponses, chose improbable, parce que c'est vrai que l'économie, pour moi, a toujours été un peu rébarbatif. Et puis avec toi, je comprends. Donc je me dis, Éric, lui, il a quand même su expliquer. Et je m'intéresse de plus en plus à toi. Je vois que tu as écrit, je cherche, je revois. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, parce que j'ai trouvé que tu avais une simplicité et une facilité à expliquer le pourquoi du comment. Qui me donnait envie d'en savoir un peu plus. Alors c'est vrai que dans le secteur de l'économie que tu évoques, d'après toi, quel est le plus bel avenir, enfin, quel est dans le monde d'aujourd'hui le métier qui a le plus bel avenir ? Ça, parce qu'on est en pleine mutation, et je pose déjà les conditions, là, c'est une colle. D'après toi, ça sera quoi comme métier ? Vraiment, je n'aurais pas la prétention de le dire. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, les qualités sont en train de changer et l'intelligence artificielle va nous permettre tout de même de nous libérer de beaucoup de complexité mathématique. Et donc là, tout ce qu'on savait faire, globalement, l'IA va le faire mieux. Et donc j'ai l'impression, et du coup je joue un peu contre mon camp, que c'est plutôt les littéraires et ceux qui ont des idées qui vont y arriver, plus que les techniciens. Mais je peux complètement me tromper. Donc moi en tout cas, ce que j'aime bien aujourd'hui quand je recrute un jeune, c'est qu'il soit ultra créatif. Après, la technique, finalement, soit il va l'apprendre, soit je vais lui apprendre. Alors, si toi, demain, tu étais au gouvernement, parce que c'est quelque chose qui aurait pu être envisageable, quelle décision tu prendrais si tu étais ministre de l'économie pendant un mois pour changer les choses ? Bon, aussi, c'est très compliqué, mais si je devais faire un choix, je mettrais l'accent sur le logement. Je pense que moi, ce que j'ai vraiment ressorti de toutes mes études, c'est que dès que tu t'intéresses à un problème,
le problème du chômage, notamment des jeunes, le problème de l'échec scolaire, le problème de la pauvreté. Dans tous ces sujets-là, à un moment arrive le problème du logement. Et tu te rends compte que globalement, tant que on n'aura pas réglé ce problème du logement, tant qu'on n'aura pas des logements avec un coût qui soit relativement maîtrisé et une qualité qui soit bonne, on aura toujours des problèmes. Et donc, vous voyez, des études passionnantes qui montrent bien que le mal logement, c'est-à-dire avoir un logement, mais qui n'est pas suffisant pour que chaque enfant ait sa chambre, son petit coin. Donc, le mal logement, c'est échec scolaire des enfants. Le mal logement, c'est mauvaise intégration des parents sur le marché du travail. Le mal logement, c'est des maladies chroniques. Le mal logement, c'est le taux d'absence. Le mal logement, c'est je reste figé à un endroit alors que les emplois sont ailleurs. Donc, je serai ministre de l'économie, je commencerai par dire, allez, la priorité, c'est le logement. Si tout le monde est bien logé, il y aura beaucoup moins de problèmes d'absentéisme, de pauvreté, d'échecs scolaires, de répétition d'un certain nombre d'échecs. Et donc, là, on pourra faire d'autres réformes et elles seront bien plus facilement acceptées et acceptables parce qu'on a un toit et un toit qui nous permet de vivre correctement. Donc je ne comprends pas que ce ne soit pas ça mis en avant comme la priorité des priorités. Alors, si tu devais faire passer un message aux Français aujourd'hui sur la situation actuelle, que serait-il ? Là aussi, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs messages, mais aujourd'hui, le message principal, c'est, je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'on est les plus mauvais, qu'on est l'élève malade de l'Europe. Enfin, vous voyez, on a encore entendu un Premier ministre nous dire qu'on est en faillite, qu'on est en danger mortel, qu'on est le pire élève de la classe européenne. Tout ça, c'est discutable. Et donc on ne peut pas l'affirmer, loin de là, au contraire, on a énormément de qualité en France, on ne sera jamais en faillite, on a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est juste une prise de conscience de dire, allez, il faut se faire un peu confiance et on a tout pour réussir et arrêtons de penser qu'on va attendre quelque chose de l'État, on va attendre quelque chose de l'Europe, non, on a toutes les qualités pour y arriver et donc il faut à un moment se prendre un peu en main, chacun à sa place, l'État va régler des problèmes qu'on ne peut pas régler, les entreprises vont bien payer les salariés et le salarié va être productif et donc il n'y aura aucun problème pour tout régler. Alors, quelle décision économique t'a le plus marqué dans ta carrière ? Il y a 35 heures. Ah oui. Non mais c'est évident. Ah oui. C'est que oui, parce que pourquoi ? Mais pour différentes raisons. D'abord, parce que j'arrive en 97. Tu as eu la gentillesse de le rappeler. 97, j'arrive ici le 1er avril à l'OFCE. Ce qui n'est pas un poisson. Ce qui n'était pas un poisson, d'accord. Et la dissolution a lieu un mois plus tard. L'élection de Jospin, c'est 2 mois plus tard. Et du coup, les 35 heures, puisqu'il gagne, c'est les 35 heures. Et donc, on me demande, moi, jeune, de suivre le dossier des 35 heures. Et donc, en disant, tiens, voilà, ça c'est un choc, il faut l'évaluer, quelles conséquences ça va avoir. Alors, je n'étais pas seul, mais avec quelqu'un qui a énormément compté pour moi, Xavier Timbaud, plus un autre, Gérard Corniot, à 3, on a essayé d'évaluer, les fameuses lois Aubry, tiens, combien pour les entreprises, combien pour les salariés, tout le coût pour les finances publiques, et donc ok, donc moi j'étais un jeune, j'arrivais, et on me dit, tiens, allez, c'est une loi, mais gigantesque qui arrive, il faut l'évaluer, parce que, attention, le gouvernement va le mettre en place, aura sa propre évaluation, le MEDEF aura sa propre évaluation, les syndicats de salariés, donc on veut une évaluation indépendante, et c'est à toi de la faire. Et là, tu as combien de temps pour faire ça ? Bon, alors, en gros, globalement, très vite, tu dois commencer par faire une simulation. C'est-à-dire dire, si tu le mets en place, voilà ce que ça va faire. Et donc... la réactivité est énorme, là. En 1 mois et demi, il faut essayer de tenter de l'évaluer. Et donc, c'est là où j'ai appris mon métier à ce moment-là. Donc, grâce à Xavier Timbaud, justement, on a mis en place une stratégie pour dire, alors, attention, il y a différentes hypothèses, et selon les hypothèses, voilà ce qui va se produire. Et au fur et à mesure que les lois sont votées, on a affiné notre hypothèse, et au final, moi, je trouve que la meilleure évaluation des 35 heures, c'est celle qui a été réalisée par l'OFCE. Donc tu as beaucoup écrit avec tes équipes, parce que tu n'es pas seul à rédiger, mais à concevoir. Là, tu l'as fait avec Pascal Lokiek et Dominique Méda. Tu les as cités tout à l'heure, mais c'est vrai que le modèle social français n'est pas mort. C'est une vraie déclaration. Une autre voie est possible. Oui.
Tu peux nous en parler de cette petite voie là? Non, mais c'est pas un boulevard ou c'est une voie ou c'est une impasse? C'est une voie, c'est une façon. Alors là, oui, bon, moi j'aime beaucoup les jeux de mots par ailleurs. Et donc, la voie, c'est à la fois, on a écrit ça à 3 voies, mais avec un X, et puis il y a la voie à suivre. Et je pense qu'il y avait un peu cette idée-là, c'est que c'est écrit à 3. Encore une fois, c'est un mélange de sociologie, de droit et d'économie. Je pense que ça, on est obligé d'avoir 3 voies pour comprendre la prochaine voie. Donc ça, c'est la première idée. Et ensuite, il y a effectivement une petite voie contre laquelle j'aime bien combattre, c'est la voie de c'est foutu, le modèle social est mort, voilà. Et donc se dire, tout ça, il va falloir abandonner, on n'a plus les moyens de protéger les gens. En fait, en gros, c'est ça, le modèle social est foutu, ça veut dire, on avait les moyens à l'époque, en 1945, de faire une sécurité sociale, de dire que, il fallait protéger les salariés. Donc, il y a plein de choses qui n'ont pas été anticipées. Oui, mais tout de même, l'idée principale du modèle social de Guy Laroque, c'était de dire, allez, on peut tout de même protéger le salarié et sa famille contre des épisodes un peu difficiles dans la vie. On avait les moyens en 1945, on nous explique que maintenant, on n'a plus les moyens d'eux. Et ça, quand on connaît un peu les richesses que l'on crée, on se dit, mais on crée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de richesses qu'en 1945, et on n'aurait plus les moyens de ce qu'on pouvait faire en 1945. Mais dire que le modèle social, on n'a plus les moyens d'eux aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais été aussi riche dans notre histoire, c'est une petite voix qui m'agace. Et donc je me dis, il faut combattre cette voix et dire si le modèle social peut exister sous certaines réformes et qu'il faut, et c'est ça le but de l'économie, c'est faire en sorte que les citoyens vivent le mieux possible de tout ce qu'on a créé d'un point de vue économique. Donc dans ce livre, tu expliques justement les voies possibles, tu donnes des solutions. Est-ce qu'ils t'appellent régulièrement pour connaître un peu tes sentiments tous? Oui, alors ça, j'ai pas à me plaindre. Non, j'ai pas à me plaindre parce que globalement, on est quand même beaucoup d'économistes. Ouais. Bon, après, moi, j'ai choisi d'être à Paris, ça facilite. Tous les ministères sont ici, tous les médias sont là, et donc les ministres, le petit déjeuner de 8 heures, c'est facile à faire quand tu habites à 10 minutes en scooter. C'est quand même plus simple, et donc, bon, ok, donc je n'ai pas à me plaindre. Et puis, puisque je représente quand même une institution qui a une réputation, je bénéficie de cette réputation-là aussi. Tu ouvres une voie plus sociologique sur cette économie. Est-ce que c'est aussi une question d'éducation pour les enfants à venir que de leur tenir des propos peut-être un peu différents par rapport à l'apprentissage de la France, on va dire? Oui, mais je pense que moi, ça fait partie de mon éducation. Je n'étais pas toujours un très bon élève quand j'étais... Je t'ai jamais connu très mauvais. Oui, mais je sais. Alors, tu as eu la gentillesse de parler de ma mère, qui était prof de français. Et je me souviens, avec Gérald, on avait tous les deux la plus mauvaise note en français. Sa mère était aussi prof de français. C'était elle qui nous avait mis les 2 plus mauvaises notes. Ça, je me souviens de cette anecdote parce que Gérald s'est fait engueuler par sa mère. Et moi, ma mère, en regardant ma dictée, a plutôt regardé tous les mots où j'avais pas fait de faute en disant, toi, ça c'est bien, on l'avait travaillé ensemble, t'as pas fait la faute, plutôt que d'appuyer là où j'avais fait les fautes. Et peut-être que j'ai gardé cela. C'est-à-dire que tu gardes confiance lorsqu'on te dit, mais tu sais que c'est bien, quand même, sur une dictée de 150 mots, tu vois, bon, t'as fait que 10 fautes. Et donc, tu avais dit beaucoup de mots positifs, alors que tu pourrais dire 10 fautes, c'est 0. Et donc, tu es mauvais en orthographe. Donc, du coup, là, je le dois à ma mère. C'est la façon, alors qu'elle était professeure, elle aurait pu dire, mais toi, j'ai honte, tu as 0 dans ma discipline, et donc, j'ai la mère de ton copain qui vient de me le dire. Elle m'a dit, mais non, mais toi, je suis fier de toi, parce que tout ce qu'on a travaillé ensemble, tu l'as réussi. Donc, en fait, on va travailler un peu plus, et tu verras, tu vas t'en sortir. À partir du moment où on te fait confiance, tu dis c'est une question de travail, tu vas appliquer, tu ne veux pas décevoir et donc tu travailles. Et je pense qu'on doit être là. Donc on doit effectivement travailler sans doute différemment en France. On a des problèmes et il faut bien les identifier, mais arrêtons de nous dire que la copie est catastrophique. La copie passe largement la moyenne. Et si on veut être dans les meilleurs, il faut travailler les 2 points faibles, les 2-3 points faibles, et on va s'en sortir. Alors, je pense que le soir, des fois, tu dois quand même un peu gamberger dans ta tête assez pas que le soir. Et pas que le soir. Mais comment tu fais pour un peu t'échapper et sortir de ce stress?
Parce que ça doit être un peu stressant quand même. Alors, oui, enfin, je joue pas d'argent, hein. Donc ça, oui. il y a quand même, mais c'est important. Mais ça, c'est vrai. Donc tu joues de la réputation, mais voilà, je ne mettais pas en péril ma maison, ma famille, etc. Donc ça tu es serein par rapport à ça? Bah, oui. C'est-à-dire que globalement, voilà, si je me trompe, c'est ma réputation. Mais allez, j'ai pas joué ma fortune dans mais alors, te connaissant, parce que tu es un volleyeur, tu es un compétiteur, ben oui. Tu veux pas te tromper, toi, hein? Non, non, d'accord. Non, mais ça c'est vrai. Alors, mais par contre, tu as dit comment je sors de cette pression. Bah, je sors par le sport. Mais ça, pendant très longtemps, ça a été cela. Et donc, ça m'a même un peu motivé pour, jusqu'à mes 50 ans, continuer à me mettre en short dans un gymnase avec des copains et essayer de battre des jeunes encore. Et c'est ça le côté un peu compétition. Et c'est ça le côté, bah voilà, je crie très fort quand on est sur un terrain de volley. Je mets toute ma hargne et toute mon agressivité. Et ça me permet d'être un peu plus détendu quand je rentre chez moi. En ayant bu, entre-temps, un petit coup avec mes copains. C'est ça aussi le deuxième moment, c'est qu'il y a tes copains, il faut continuer à les voir. Et autour d'un verre, c'est... D'ailleurs, on peut saluer Nono, parce que je pense qu'il va nous regarder avec... Ma dernière question, c'est comment se fait-il qu'Éric Heyer n'ait jamais été présent aux rencontres économiques à Aix-en-Provence? Tu es aixois, tu es un économiste de renom, et on ne t'a jamais vu parmi ces élites qui sont venues à Aix-en-Provence et qui reviennent encore cette année. Oui. Bon, alors comment on explique ça? Comment tu veux? En tout cas, c'est pas moi qui ai mis un veto en disant je n'irai jamais dans ces journées de l'économie qui sont vraiment remarquables. Ah, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Il y a un parterre assez extraordinaire. Et là, Jean-Hervé Lorenzi y est pour beaucoup. J'ai dit du bien de Jean-Hervé Lorenzi, donc je peux en dire un tout petit peu du mal. Bah, c'est Jean-Hervé Lorenzi qui m'invite jamais. Et donc, chaque fois que je le croise... Il faut lui poser la question. Oui, alors, M. Lorenzi, quand est-ce qu'on... Je connais la réponse. Il va dire, mais je n'ai pas besoin d'inviter. Il est chez lui, puisqu'il est aixois. Bon, non, mais moi, je m'invite jamais, et donc il faut qu'on m'invite pour que je puisse y aller. Donc j'attends toujours l'invitation de Jean-Hervé Lorenzi. Écoute, Éric, moi j'ai passé ces moments fabuleux, parce que c'est vrai que c'est riche d'une richesse incroyable, des explications simples et limpides. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. J'espère que Tchatch à Aix-en-Provence aura le même écho, que quand vous découvrirez cette intervention d'Éric Heyer, vous aurez l'envie de connaître un peu plus ce personnage qui vous décrit aujourd'hui une France où il y a une autre voie possible. On aura l'occasion très certainement de le voir en rencontre économique à Aix-en-Provence, parce que je peux vous dire qu'il aura l'occasion de venir. Voilà, c'était une intervention très, 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 très sympathique de ta part. Merci d'avoir répondu présent. Merci à toi, c'était très agréable. Ah ouais, écoute, depuis des années, les choses changent, mais pas tellement, en définitive. Je te dis à très vite. Merci à tous et à bientôt.